Voilà, c'est donc, on est le 26 décembre 2021, c'est donc le lendemain de la fête de Noël pour des milliards de chrétiens à travers le monde, à qui j'adresse donc bonne, joyeux Noël avec un jour de retard. Une fête de Noël qui doit être célébrée dans tout le monde entier hier, 25 décembre, qui commémore donc, selon la mythologie chrétienne, l'arrivée de Jésus-Christ, venu donc pour laver le péché des humains et leur faire retrouver le chemin du Père Dieu. Alors, aujourd'hui, vous l'avez suivi, chers téléspectateurs, deux sujets essentiels. D'ailleurs, nous essayons de comparer les trajectoires qui sont à peu près les mêmes entre le colonel Assimi Goïta, d'un côté président de la transition malienne, et le président Mahamat Idriss Déby Itno, qui est également le président de la transition militaire tchadienne. Deux militaires donc, tous jeunes à la tête de leur pays et qui veulent le meilleur pour leur pays. Est-ce que leurs trajectoires peuvent se rejoindre dans ce Sahel qui est donc l'épicentre aujourd'hui en Afrique du désordre? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avant d'aller au Mali. Voir ce que les menaces de la transition, de la CEDEAO font donc peser sur le processus de la transition. Est-ce que la transition va céder au chantage de la CEDEAO ou bien alors ce chantage de la CEDEAO va finir par devenir une simple esbrouffe? Nos panélistes vont donc nous aider à comprendre, à décrypter cette actualité-là et pour vous donner les clés de compréhension. Merci à vous d'être très nombreux. Et chaque jour n'est pas dimanche 26 décembre. Elles sont déjà trois femmes qui avons nous avoir dit oui pour ce rendez-vous. C'est votre cas notamment, vous Adjeté Ablawa, depuis Lomé, si je ne m'abuse. Vous êtes une activiste panafricaine bien connue. Bonjour, merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation d'Afrique Média. Je vous accueille quand même avec cette nouvelle triste. C'est le décès évidemment du révérend Desmond Tutu qu'on a connu. Quel est le souvenir que vous, en tant qu'activiste panafricaine, quel est le souvenir que cet homme vous aura laissé? Adjeté, malheureusement, je pense que vous avez oublié d'activer votre microphone. Allez-y et puis on vous entendra et ce sera mieux ainsi. Merci. Bonsoir Afrique Média. Bonsoir à toute l'Afrique et spécialement à la jeunesse consciente du continent africain. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes vœux les plus chaleureux à l'endroit des fondateurs de Afrique Média, mais aussi de toute l'Afrique et de tous les panélistes qui ne ménagent pas leurs efforts pour informer, éduquer, orienter et accompagner la jeunesse africaine du XXIe siècle vers son autodétermination. Oui, Desmond Tutu s'en est allé et il a choisi de partir à la période de la montée de la lumière. Pour nous, Africains, dans la spiritualité, le 21 décembre, ce n'est pas le jour de la naissance d'un Jésus. C'est surtout le jour de la célébration du Dieu Soleil, l'invincible et l'invaincu Soleil, dont nous sommes sous les tropiques, les enfants, les filles et les fils bien-aimés, chargés de rayonner sur l'humanité entière. Voilà ce que nous sommes, Africains, sous les tropiques, le jour et la nuit, le jour et la nuit, la lumière ne s'éteint jamais et ne s'éteindra jamais. Parce que l'humanité, c'est nous. Le monde, c'est nous. L'Afrique est la mère de l'humanité et elle restera la mère de l'humanité. Bien. Elle est le patrimoine aussi commun de l'humanité et elle reste le patrimoine commun en premier des Africains d'abord. En ce qui concerne Desmond Tutu, ce que je retiens de lui, c'est cette citation qui est très simple. Faites le bien par petits bouts là où vous êtes, car ce sont ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde.
Nous sommes le peuple de la lumière, le peuple de l'amour, et ce que nous laissent nos ancêtres bienveillants, y compris nos parents du XXe siècle, parce que Desmond Tutu est le dernier de ce que je peux appeler les Gandhi de l'Afrique. Les Gandhi de l'Afrique, Nelson est parti, Rawlins est parti, et voilà Desmond qui s'en va pour le début de ce millénaire qui est le millénaire de l'Afrique. Voilà ce que je retiens de ce grand homme qui, malgré son sacerdoce dans la secte romaine dite catholique, a conduit les religieux africains vers l'écuménisme et a fondé donc la nouvelle proclamation de la foi écuménique des évangéliques de l'Afrique, c'est-à-dire la parole de Jésus et non les rituels de la secte catholique. Voilà ce que je peux dire au sujet de Desmond Tutu, ce que je sais de lui à travers les lectures et à travers son personnage médiatique jusqu'à maintenant. Il y en a un qui reste, qui est l'archevêque de Lomé, Monseigneur Cordero, qui a 92 ans et qui a pris le bâton de pèlerin, probablement, qui va suivre pendant quelques années les mêmes chemins que Desmond Tutu pour continuer à éclairer notre jeunesse, la génération consciente qui veut s'autodéterminer et qui va prendre sa route en se séparant radicalement de l'Occident. Merci à vous, Adjete Ablawa, pour ce bel hommage à Desmond Tutu qui s'en est donc allé après avoir combattu le bon combat, notamment dans cette Afrique du Sud qui lui était si chère, mais au-delà donc pour cette Afrique qui lui était si chère. Elle n'a pas pu trouver le temps la dernière fois se rendre disponible pour être des nôtres dans le cadre du débat panafricain. C'était donc dimanche dernier, mais je vous rassure, elle est bien là. Elle, c'est Amina Traoré, membre de la transition malienne, mais surtout l'une des grandes égéries de la lutte panafricaine. Bonsoir à vous, Amina Traoré, depuis Bamako. Eh bien... Amina Fofana. Amina, mille pardons, Amina Fofana, pardon, mais c'est Amina Traoré, je confonds, qui est également une grande dame, mais vous êtes effectivement Amina Traoré, pardon pour cette confusion. Fofana, pardon, pour cette confusion, je vais y arriver. Eh bien, vous êtes bien là, et puis il y avait un peu cette échappe de plomb sur la CAN attendue, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Mais eh bien, je puis vous rassurer que cette CAN aura bien lieu, va donc débuter le 9. Et pour preuve, l'équipe éthiopienne est déjà sur place à Yaoundé depuis la mi-journée. Vous, qu'attendez-vous de cette fête et comment est-ce que vous avez vécu les péripéties autour de ce grand événement? Et puis, qu'attendez-vous de la participation des Aigles du Mali? Bonsoir mon frère, camarade Fred Bongo, ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau. Je salue ma sœur Madame Adjete Ablawa, je salue aussi Madame Linda, ma sœur Linda Larbaoui, qui est vraiment une mine d'informations, qui est ma sœur algérienne puisque j'ai fait 6 ans en Algérie et tout ce qu'elle dit, je sais de quoi elle parle et je suis fière de la façon dont l'Algérie et le Mali se sont retrouvés. Et j'apprécie beaucoup ces renseignements, bien sûr avec les copanélistes. Alors, je salue tous ceux que nous suivons en ce moment. Je salue tous ceux qui sont en régie, en train de faire beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les Africains soient éveillés et éviter le sabotage, tant bien que mal, en ligne. Les efforts inlassables de Afrique Média, le monde, c'est nous. Moi, je commencerai par dire d'abord joyeux Noël à tous les chrétiens du monde entier. Donc, parce que la dernière fois, quand j'étais sur le plateau, je suis partie directement au truc, aux réponses, et puis j'ai oublié, donc je m'excuse. Je fais joyeux Noël à tous les chrétiens du monde. Et aussi, avant de répondre à votre question, il y a eu un événement historique au Cameroun, à savoir
la fédération, votre fédération de football, qui a été le président, qui est aujourd'hui Samuel Eto'o-Fils. Je le félicite vraiment. C'est vraiment mérité. Ça fait plaisir de voir que il a fait tout ce boulot pour le Cameroun, pour l'Afrique. Et aujourd'hui, les Camerounais l'ont remercié en faisant de lui un président. Je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il va accomplir facilement ce travail. Donc, oui, les Aigles du Mali sont qualifiés. En effet, il y a eu un sabotage. D'ailleurs, je l'ai su grâce à Madame Linda Larvaoui. Il y a eu un sabotage de la CAN qui est organisée par le Cameroun, donc de la part de l'Égypte et de la part du Maroc. Ils ont demandé de reporter ça en raison de Covid-19. Donc, il y a l'Algérie encore et la Tunisie qui se sont battus aussi pour maintenir cette CAN parce que on sait tous que ce qu'ils racontent là, c'est du blabla. C'est encore un autre coup bas de la France et de l'Occident qui a pris un coup KO. Donc, je remercie le président Paul Biya, que j'ai d'ailleurs jamais salué, que j'aurais dû saluer depuis très longtemps. Et je le remercie de nous avoir offert l'opportunité de la libération de l'Afrique, qui est partie de Afrique Média. Et je lui souhaite de passer aussi un joyeux Noël, lui, sa famille et à tout le Cameroun. Merci beaucoup. Et attendez, j'espère que le Mali va remporter la coupe. C'est tout le mal, Amina Fofana, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, que les aigles du Mali puissent enfin se hisser sur le toit de l'Afrique. Bonsoir à vous, Linda Larvaoui. Vous avez quitté Paris et vous êtes à la Moselle, si je ne m'abuse. Mais la dernière fois, dimanche dernier, nous avons été un peu perturbés par la connexion Internet. Mais vous êtes là une fois de plus et comme des nombreux Africains, vous allez certainement vivre cette Coupe d'Afrique des Nations, peut-être avec en idée que l'Algérie puisse conserver son titre. Bonsoir tout le monde, bonsoir à mes deux sœurs. Et je vais dire quand même que Madame Amina Fofana est ambitieuse. Hein. C'est très bien, elle est ambitieuse dans tous les sens, même au niveau du football. Je souhaite que le Mali gagne, oui, pourquoi pas. Hein, l'Algérie cédera la coupe à nos frères maliens, pourquoi pas. Moi, ce que je veux dire à la jeunesse africaine, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, même entre footballeurs, ça se termine en baston, on politise la chose. En Europe, quand on joue, il y a un perdant, il y a un gagnant forcément. Après, ils se saluent, chacun rentre chez soi, et puis il y en a un qui n'est pas content, l'autre il est content, et le lendemain, celui qui n'est pas content, ça lui passera, c'est comme ça, c'est un jeu. À chaque fois, on politise les choses chez nous. À chaque fois, ça se termine mal. On se critique. Il y a une guerre médiatique sur Facebook, sur Internet. L'Algérie vient de le vivre. On l'a vécu avec la coupe de la Ligue arabe. Surtout que ça s'est joué au Qatar et il y avait des tensions entre le Qatar et l'Algérie du fait que le Qatar finance pas mal le terrorisme. On a joué contre le Maroc, il y a tout ce qui est diplomatique est coupé avec le Maroc. Mais j'aurais souhaité que ça reste quand même du football et un jeu. Et c'est ce que je demande à nos amis africains. J'ai une très très bonne amie panafricaniste qui suit l'Algérie partout, donc c'est sûr qu'on la remarquera. Et je veux que les choses se passent bien et nous sommes des frères tous, nous sommes du même continent et à chaque fois il y a l'étranger qui vient, qui sème une mauvaise graine et les choses débordent. Si les jeunes nous écoutent, ça restera un jeu. Le pays qui gagne, tant mieux. C'est celui qui joue le mieux, gagnera, c'est tout. Mais je souhaite que les choses se passent bien au Cameroun et c'est bien que cette coupe, cette CAN soit maintenue et que la France n'a pas réussi une fois de plus à semer la zizanie chez nous et puis à nous empêcher de vivre. Parce que du sport, un événement comme ça,
c'est festif quand même. Donc j'espère que les choses vont bien se passer pour nos amis camerounais et qu'ils auront beaucoup de visiteurs. C'est sûr que les Algériens seront en masse, donc le travaux algérien, il sera au Cameroun, ça c'est sûr. Eh bien, merci à vous, Linda Labre. Voilà donc pour les civilités. Si vous êtes d'accord, on va donc rentrer de plein pied dans cette première thématique. Je commence par vous, Adjité Ablawa. Lorsque vous regardez les deux présidents, d'un côté le colonel Assimi Goïta, militaire jeune, et de l'autre côté le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, jeune militaire également, que vous suggère la trajectoire de ces deux hommes qui, malgré une relative jeunesse, semblent savoir avec exactitude ce qu'ils veulent de leur pays et qui ne veulent pas surtout rester au niveau de l'écume tel que le souhaite la communauté internationale, qui entendent rentrer au fond des choses pour adresser de manière significative les problèmes qui minent leur pays. Qu'est-ce que vous inspire ces deux profils? Merci, mon frère Fred. Assimi Goïta et Mahamat Déby sont des militaires, mais ce n'est pas de la même trempe. Assimi Goïta n'est pas le fils de son père ou l'adoptif fils de son père qui a été placé, soutenu par la maison de Angers ou de Castelnaudry ou de France. Non. Assimi Goïta est un patriote qui était au front et qui a vu la souffrance de son pays et qui a décidé de passer outre les chemins battus pour pouvoir ramener la sécurité dans son pays et remettre des institutions en place qui permettront au peuple malien de retrouver la grandeur d'avant le XXe siècle. Bien. Idriss Déby, le père, qu'il s'est viré panafricaniste vers la fin, vers son dernier mandat avant son assassinat, pour cause. Tout le monde sait ce qu'il a amené, les trahisons que la France lui a fait, les bébés dans le dos que la France lui a fait. Et puisque son fils est formé en France, a été porté et soutenu par les mercenaires français, je reste dubitative à l'égard de son patriotisme ou son parcours ne m'inspire pas confiance. Je vais rappeler que l'histoire de Déby a commencé avec les appétits des Américains de prendre possession du pétrole et de l'or du Logone. Et donc, Déby, qui depuis Goukouni Ouédé a trahi Goukouni Ouédé pour le compte de la France, a ensuite trahi Hissène Habré pour le compte de la France, a ensuite récupéré le pouvoir lui-même et gérer les affaires pour le compte de la France, a rencontré donc les Américains qui lui proposaient un meilleur marché par rapport à ce que les Français lui ont toujours proposé. Et ainsi, il a viré vers les Américains. Et parce qu'il a viré vers les Américains, il s'est retrouvé donc dans les mauvais draps avec la France qui a juré donc d'en finir avec lui et de le tromper jusqu'au bout pour en finir avec lui. Je vais rappeler qu'en décembre l'année d'avant, l'année dernière, Emmanuel Macron était reçu en grand pompe par Idriss Déby à N'Djamena avant qu'il n'organise son assassinat et l'intronisation de son fils qui est quand même pas très mature pour moi, pour gérer l'imbroglio politique du Tchad. Je ne le trouve pas assez ancré pour pouvoir gérer cela. Donc, qu'il soit dans les fauteuils de Washington, qui n'aiment pas se faire voir directement, ça ne m'étonnerait pas beaucoup.
Voilà pourquoi je ne peux pas le mettre au même niveau qu'Assimi Goïta. Assimi Goïta est un patriote. Assimi Goïta est en mission. Assimi Goïta veut libérer son pays. Assimi Goïta n'est pas un sous-préfet de America Strategy France. Voilà pourquoi je ne peux pas les mettre sur le même pied d'égalité et je ne vais pas me laisser leurrer ou burner ou enfumer par le sourire angélique de ce gamin formé à Angers et ramené dans les draps de la France qui est en train de le perdre probablement parce qu'il fait passage à l'ennemi. Bon, ce sont les habitudes de la maison zioniste. Les passages à l'ennemi sont courants. Donc, voilà pourquoi je ne le ressens pas comme un panafricain qui va gérer. Non. Non. On est en train de peut-être miser sur lui pour garder les pieds dans le Sahel parce que probablement on a perdu le président togolais qui s'est empressé à Paris pour dire oui, je veux bien remplacer Idriss Déby, comme ça je vais monter dans les starting blocks de nos affaires internationales. Je vais être vu, je vais commencer par pouvoir sortir du Togo et être bien vu. Donc il s'est empressé à Paris, tapis rouge, mais avec la peur au ventre jusqu'à oublier son masque. Pour se faire taper dans le dos par Emmanuel Macron en disant « Non, mon gentil garçon, calme-toi, on ne va pas te tuer, ne t'inquiète pas, tu sortiras vivant d'ici, calme-toi. » Pour qu'il rentre et dit « Oui, je vais remplacer Idriss Déby, donc vous pouvez liquider Déby, je le remplace. » Et puis, une fois que Déby est liquidé, on a renvoyé un opposant à Déby, tenez-vous bien, qui était caché à côté du président togolais à Lomé depuis des années. Et on a mis le président togolais, celui qui ne parle jamais à son peuple, qui n'a rien dans le cerveau, qui n'a jamais fait aucune médiation, qui n'arrive même pas à faire une médiation entre ses multiples épouses, comme médiateur au Tchad dans une question politique dont il ne sait absolument rien. Tout simplement parce qu'il faut qu'il ramène le général caché à Lomé, parce qu'ils sont de la même tribu. Celui-là, il est issu, son père est issu de la même tribu que les Goukoumi Ouédé et les Idriss Déby, et les Patassé, et les Bozizé, tous les envahisseurs de la Centrafrique là, sont de chez le même coin du Tchad, et donc, et comme il y a un lien de parenté entre eux, un lien ethnique entre eux, et donc il a accepté de jouer les traîtres contre son cousin Déby et puis de pouvoir récupérer la place de son cousin Déby. Maintenant, il se rend compte que la France ou les Occidentaux, c'est quand même de l'enfumage. Et il commence par faire du reculade. Alors là, on repositionne le fils Déby. Et on dit, bon, maintenant, comme ton cousin de Lomé ne veut plus garder la patate chaude, donc on va te le filer à toi. Et toi, on va te donner un peu de gants issus des États-Unis là, pour que tu puisses garder la patate chaude le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre pour gérer le Sahel. Mais le Sahel n'est ni aux États-Unis et le Sahel n'est ni en Europe. Et je ne vois pas en quoi les Européens se fatiguent et nous fatiguent à vouloir gérer les affaires du Sahel. Au Sahel, il y a assez de gens intelligents qui sont capables de se retrouver entre eux comme des frères du même continent, du même territoire, du même couple fondateur pour régler, s'il y a des litiges entre eux, pour le régler et qui n'ont pas besoin de l'arbitrage des gens qui n'ont jamais su dialoguer pour régler des problèmes et qui ont toujours sorti la machette. Dès qu'il s'agit de femmes, la machette. Il s'agit de coups d'eau, la machette. Il s'agit de bois, la machette. Voilà, c'est des gens qui n'ont jamais rien réglé chez eux, par des voies pacifiques, qui veulent maintenant régler des problèmes chez des gens qui ont toujours trouvé des moyens pacifiques de régler leurs problèmes. Et c'est ça que nous vivons au Sahel. Ce que nous vivons au Sahel, c'est qu'ils sont en train de transposer
leur conflit fratricide entre les enfants d'Alexandre, les enfants de Guillaume, les enfants de Georges, et la Prusse, la Russie, et tout leur bordel depuis je ne sais pas combien, hein, leur guerre de 100 ans, c'est ça qui nous ramène et nous impose. Mais l'Afrique a une autre vision de la vie. Et l'Afrique ne peut pas porter la couche des menstruations européennes. Il faut que ça cesse. Les dirigeants africains qui ont autorisé ces choses-là doivent être pendus. Même s'ils échappent à la justice des peuples d'Afrique, ils n'échapperont pas à la justice de Dieu. Ceux qui ont autorisé ces choses-là, permettre à des sanguinaires qui ne savent rien régler, qui ne respectent pas les lois de la vie, de venir régler des problèmes des gens qui ont toujours eu l'humanité de régler des conflits avec le dialogue, avec des compromis, avec je te donne un peu, tu me donnes un peu, et on se calme. Voilà, personne ne sort de la vie vivante, personne n'apporte rien au ciel, donc on peut se parler et on peut se comprendre. Tous ces dirigeants qui ont fait cela doivent savoir qu'ils iront au tribunal de nos ancêtres bienveillants et méritants qui les attendent et ils n'échapperont pas à la justice. Ils passeront leur vie, ce qu'on appelle l'enfer là, à rouler les pierres comme dans la symbolique de Sisyphe au tribunal du divin. Voilà comment je vois la question du Sahel et que j'ai plus confiance. C'est-à-dire que Assimi Goïta m'inspire beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de sincérité, hein, de l'ancrage. Il a les pieds ancrés en Afrique. Alors que le jeune Itno, non, il est hors sol et il est porté par les loups de Paris, dans les manteaux des mêmes loups en peau de bison des États-Unis. Voilà comment je vois la chose. Merci à vous, Adjete Ablawa. Je rappelle que vous êtes activiste panafricaniste et puis vous êtes en direct avec nous depuis Lomé. Linda Larbaoui, qu'est-ce que vous pensez de ce développement fait par Adjete Ablawa? Elle a un peu la dent dure vis-à-vis de Idriss Déby Itno. Est-ce que vous pensez qu'il peut se défaire de ce que Ablawa trouve comme cette tutelle française qui peut être un peu pesante dans la perspective que l'Afrique recouvre sa pleine souveraineté au Sahel? Je rejoins totalement ma sœur. Le Mohamed Idriss Déby, par rapport à Assimi Goïta, on ne peut pas comparer. Assimi Goïta est un militaire et Mohamed Idriss Déby est un militaire, mais il y en a un qui dormait dans un lit confortable et l'autre, il était dans les casernes, dans le Sahel, à sillonner le Sahel ou des villages un peu rudes, un peu durs. Donc, il a été élevé dans le dur. Mohamed Idriss Déby, il a eu ses galons par son père, il a eu ses galons par les amis de son père. C'est le fils de la... Je le dis à chaque... Linda, on ne peut pas nier quand même que Mohamed Idriss Déby a été souvent sur le terrain. Par exemple, sur le théâtre du Mali, il était quand même commandant en second. Vous savez, il y a combien d'infiltrés en Afrique? Il y a combien d'infiltrés? C'est ça. Est-ce qu'ils travaillent pour l'Afrique ou ils travaillent pour ceux qui sont en train de vouloir une troisième fois conquérir l'Afrique? Je l'ai dit la dernière fois quand nous avons été coupés, Assimi Goïta est soutenu par le peuple. C'était une volonté du peuple de changer le Mali. Donc c'est un homme avec tous ses acolytes, tous ses proches, qui se sont réveillés un matin, le pays coupé en deux, ils se sont dit, il faut sauver notre patrie, notre pays. Le fils Déby, Mohamed Idriss Déby, son père est tué. Et par des spécialistes, je ne sais pas, mais d'après certains analystes, juste après la mort de Idriss Déby, la France a perdu l'un de ses soldats. C'est leur meilleur sniper et qui s'appelle Maxime Blasco, avant de quitter le nord du Mali. Donc, on s'est posé la question parce que Idriss Déby apparemment a été tué par un sniper.
C'est comme ça qu'on a pu l'atteindre. Est-ce qu'il a été liquidé par l'armée française, tout ça? De mon côté, par rapport à tout ce que j'ai lu, oui, c'est fort probable. Son fils a été mis en place par les États-Unis. Il se trouve que les États-Unis, maintenant, ils sont en guerre froide avec la France en Afrique parce que la France ne veut pas partir et les Américains leur demandent de partir parce qu'ils sont grillés. Ce qui se passe, c'est que le Mohamed Idriss Déby se retrouve seul. Il est seul. Il veut briller. Il faut qu'il y ait dans le Sahel une icône. Il faut et ça c'est la politique occidentale. Il faut qu'on nous crée une vedette comme à Hollywood. Et pour le moment, Monsieur Assimi Goïta, il fait complètement de l'ombre. Il lui fait de l'ombre au fils Déby, à Mohamed Idriss Déby. Il n'apparaît nulle part. C'est un enfant qui mangeait tous les matins un croissant nourri au Nutella et qui se réveille et qui dit « moi je suis pour le Sahel ». Son père n'était pas pour l'Afrique, son père n'était pas pour le Sahel, son père n'était pas pour l'indépendance. On sait comment ça s'est passé. Justement, je vais profiter de quelqu'un qu'on oublie, qu'on a oublié complètement dans l'histoire du Mali. Je veux rendre hommage à un grand homme, mais un véritable panafricaniste et quelqu'un qui a nourri le Mali par tout ce que nous vivons aujourd'hui, Monsieur Mobutu Keïta, qui était le premier président du Mali, qui est mort dans des circonstances très dures, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait déjà du panafricanisme au Mali, au moment où au Tchad, il n'y avait pas tout ça. Il y avait pas. Donc, on ne peut pas comparer les deux, c'est pas possible. C'est impossible. Après, il faut voir ce qui se passe actuellement au Sahel. Monsieur Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé, bien sûr, pénalisé par son acte. Et là, il a trouvé des portes qui lui sont ouvertes pour sortir son pays. Il a trouvé des alliances très sérieuses. Et justement, qui reviennent à son aïeul, à Mobutu Keïta. Quand tout à l'heure, j'ai participé à une autre émission d'Afrique Média et j'ai parlé de l'intérêt de l'Algérie et du Mali et des 1300 kilomètres de frontières qui sont ouvertes pour les Maliens. Donc, Monsieur Assimi Goïta, il a trouvé des gens près de lui, des gens sincères, des gens qui ont le même intérêt que lui. L'Algérie a le même intérêt que le Mali. Mais le Tchad reste un peu à part et c'est un pays très compliqué à gérer. Et je rejoins aussi ma sœur qui dit qu'il n'a pas l'expérience pour gérer tout ça. Et les Américains le lâchent. Les Français lui ont tué son père, c'est pas pour l'adopter lui. Je pense qu'ils avaient quelqu'un d'autre derrière. Il y a une autre possibilité pour que les Français récupèrent sauf si le projet russe, Algérie et Mali réussissent, là ils vont faire barrage complètement. Eh bien, merci à vous, Linda. Ben, évidemment, l'objectif ici n'est pas de comparer les deux hommes d'État. Vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez noté toutes les deux, d'ailleurs, que l'un est porté par une vague populaire, c'est un mouvement voulu, réfléchi, alors que l'autre a simplement hérité d'une situation et dont les deux n'ont pas la même marge de manœuvre. Mais on va y revenir de toutes les façons. Amina Fofana, vous êtes à Bamako, parmi les gens qui portent ce grand mouvement qui a donc, je vais me répéter, porté donc Assimi Goïta sur le devant de la scène. Comment est-ce que vous vivez, vous, entre le Tchad et le Mali? Parce qu'on sait que le Tchad a été au Mali, le Tchad a apporté un coup de main, d'ailleurs a revendiqué la mort, le décès de Mokhtar Bel Mokhtar, qui était l'un des redoutables, qu'on nous présentait comme étant l'un des farouches maîtres de ce Sahel-là.
Le Mali, donc, et le Tchad, deux pays. Et d'un côté maintenant, le colonel Assimi Goïta et de l'autre, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Vous diriez-vous que pour ces deux-là, ces deux pays et ces deux hommes, c'est un mariage d'amour ou de raison qu'il faut célébrer? Merci beaucoup, Fred, de me poser cette question. Mes deux grandes sœurs qui ont parlé tout de suite ont expliqué beaucoup de choses. Je les remercie beaucoup et je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'elles ont dit. Il faut savoir que vous avez deux thèmes aujourd'hui. D'entrée de jeu, le deuxième thème est la réponse du premier thème que nous sommes en train de débattre. La question est pourquoi la France, à travers la CEDEAO, pourquoi la France s'acharne sur le digne président patriote Assimi Goïta parce qu'il est militaire, et pourquoi la France ne s'acharne pas contre Idriss Déby Itno parce qu'il est militaire. Pourquoi? Ils disent que les formes ne sont pas les mêmes. C'est la même chose parce qu'Idriss Déby, le junior, le fils Déby, pardon, il a fait un coup d'État constitutionnel au vu et au su de tous. Donc jusqu'à présent, il y a des doutes qui planent au niveau de la mort de son père. Donc vous avez le CNT ici, le CNT, le Conseil national de transition. Quand Assimi il a été président, il a mis ses institutions en place tout seul. Il n'a pas eu besoin de recours. Donc, lui, Idriss et Mahamat, le fils Déby, je préfère l'appeler comme ça. Mahamat Déby, il a envoyé une délégation ici pour calquer le modèle malien, le modèle Assimi, pour aller reproduire chez lui le CMT, le Conseil militaire de transition. Donc, c'est comme si vous avez un homme et, je sais pas, et son petit, quoi. Je ne sais pas, son petit, il n'y a aucune comparaison. Donc, c'est comme si c'est son mentor, c'est là où seulement ils peuvent se retrouver. Parce que malgré toutes les trahisons de ce petit Déby-là, notre digne président patriote ne lui a jamais fermé les portes parce qu'il le considère comme étant un frère d'armes. Mais par contre, comment il est venu au pouvoir? Il devrait apprendre la leçon de comment son père est parti du pouvoir. Qu'est-ce que son père n'a pas fait pour la France contre l'Afrique? Mais comment son père a fini? C'est la France qui a tué son père. Voilà pourquoi ça même, il le nie. Donc nous sommes en face, malheureusement, d'un jeune homme qui ne joue pas franc jeu, qui n'est vraiment pas sincère dans ses activités, qui limite et sournois. Donc, le fils Déby, son père, il a fait un contrat, un accord avec la France contre le Mali au Sahel. L'accord n'est pas passé par le Mali. Si le Tchad est au Sahel là-bas, ce n'est pas le Mali qui a appelé le Tchad. Je parle de l'époque du père Déby, Idriss Déby. Il a collaboré dans le banditisme qualifié contre le peuple malien et sahélien avec la France. Maintenant, il en a eu marre. À un moment donné, vers sa fin, il en a eu marre de se faire utiliser par la France contre ses propres frères. Il a commencé à dénoncer, il a commencé à dénoncer la France. Il en a eu assez. Il commençait à sortir, à regretter ce que la France lui a fait. Ça, c'est vrai, Madame Adjité. Il a commencé à regretter et la France n'a pas supporté. Même si vous voyez, quand Ibeka partait avec le président du Niger, tout ça là, il défendait le Mali pendant que Ibeka était assis bouche bée. Il osait dénoncer la France. Il osait pointer du doigt. Il était fatigué de se faire utiliser comme mercenaire par la France contre ses autres pays frères, ses autres peuples frères. Donc, qu'est-ce que la France fait? La France se débarrasse du père et immédiatement organise un coup d'État constitutionnel pour mettre le fils là-bas et continuer avec le fils qui récemment a envoyé 1000 soldats tchadiens pour le contingent de l'amunissement et l'amunissement qui est là. L'amunissement est resté partout.
La MINUSMA est rejetée. La MINUSMA a déjà tiré sur les peuples. La MINUSMA viole. La MINUSMA tue. La MINUSMA vend de la drogue. La MINUSMA vend des armes aux terroristes. La MINUSMA organise la criminalité ici. On ne veut pas de cette MINUSMA. Les peuples maliens se sont exprimés. Partout, la MINUSMA a été chassée. Donc, le gouvernement malien a été obligé de dire, de sortir, de faire un communiqué pour clarifier que le Tchad, le contingent tchadien est là pour la France. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas le Mali qui a appelé le Tchad. Ça, c'est une... Ça dit que ça veut tout dire. Parce que la France est là contre le Mali. Et le résultat est là. Plus de 20 000 morts. Vous avez déjà vu le petit Déby parler de ça? Le fils Déby, il parle de ça? Non. Au lieu de ça, quand son patron Macron se fait rejeter, qu'est-ce qu'il fait? Avant qu'il ne soit rejeté, il était prêt à l'accompagner pour venir ici au Mali. Et bien avant ça, quand les Russes, les Français ont commencé leur rumeur de Wagner, il est parmi les premiers à sortir contre la présence de Wagner au Mali. On parle bien de ce petit Déby-là, qui ne peut en aucune manière dans cette vie arriver à la cheville de notre digne président patriote Assimi Goïta. Il est sorti contre le Mali et il est sorti contre Wagner et il a condamné ça. Ça s'est passé sur Afrique Média. C'est passé partout, sur tous les médias, on a vu. Bazoum a fait pareil. La CEDEAO a fait pareil. Donc, il n'y a pas de différence entre ces valets de la France qui sont la CEDEAO et ce fils Déby, même s'il n'est pas dans la... Ils sont pareils. Ils sont pareils. D'ailleurs, il est utilisé ici contre nous. Donc, il n'y a pas de différence. Excusez-moi, mon frère Roland Bayala, excusez-moi. Il n'y a pas de différence entre lui, les Daraman Ouattara, les Alassane Ouattara, les Roch Kabouré. Eux tous sont contre le Mali et pour la France. Eux, pendant que l'Union européenne, les 14 membres de l'Union européenne se réunissent pour soutenir la France dans ses crimes, c'est en ce moment que eux, les frères africains, présidents de la CEDEAO ou pas, se réunissent derrière la France pour combattre le Mali. Donc, le fils Déby fait partie des gens qui combattent le Mali. À part ça, ma sœur Adjeté Ablawa a parlé de la présence du terroriste Bozizé. Mon frère Roland, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. Camarade Roland, ferme ton micro. Ma sœur, madame Adjeté a expliqué et on se demande pourquoi le fils Déby, il garde Bozizé, le terroriste, contre le digne président patriote Faustin Archange Touadéra. Ça, c'est incompréhensible et inadmissible. Ce monsieur n'a jamais posé un acte de souveraineté. Ça, c'est un. Et d'ailleurs, ce n'est pas un panafricain, c'est un vaurien. Donc, j'ai expliqué pour le Tchad, pour le père Déby, voilà, le fils devrait s'inspirer de ce qui est arrivé à son père pour éviter une mauvaise fin avec la France. Donc, la question que je me pose maintenant, que font les contingents tchadiens, que fait le fils Déby précisément avec Macron au Sahel? Pourquoi paniquent-ils eux tous à l'annonce de la rumeur de Wagner? Pourquoi ils sont en panique? Lui qui est là-bas, c'est lui qui devait être le premier à saluer. Mais ils savent, et cette réponse ne tardera pas, parce que les satellites russes sont déjà montés. Et la prochaine étape, on va libérer les villages, et cela a commencé. Et la prochaine étape, les satellites russes vont montrer ce que le Tchad là, Takuba, Barkhane et tous les autres mercenaires de la France sont en train de faire comme crime et pillage contre le peuple malien au Sahel. Et c'est ça qui les fait paniquer. Et pourtant, il aura vraiment intérêt à se retirer du Mali s'il veut commencer d'abord à être souverain ou bien à respecter la souveraineté des autres peuples africains. Donc, il aura intérêt à ne pas attendre
que les peuples africains voient les crimes qu'ils sont en train de commettre en direct contre le peuple malien et le peuple sahélien. Donc voilà pourquoi ils ont paniqué et ils ne vont pas y échapper. Bon, pour Bazoum, c'est un acharnement. Ne parlons même pas de la CEDEAO parce que ça va venir en deuxième position. Voilà. Donc, lui, il n'est personne pour interférer dans la souveraineté du peuple malien. Le digne patriote Assimi Goïta est là pour une mission. Elle est là parce qu'il aime son peuple. Elle est là pour satisfaire la demande de son peuple, surtout pour sortir son peuple des griffes des impérialistes, là où lui, il est en train d'enfoncer ses frères et son pays, son peuple, entre les mains de la France criminelle pour continuer à être le même fils à papa qu'il a été, pour continuer, pour ne pas connaître la galère qu'il n'a jamais connue, parce que lui, il est né dans le camembert français. Merci. Donc, si vous me permettez, oui, allez-y, parce que j'ai vu le ministre des Affaires étrangères du Tchad à côté du ministre des Affaires étrangères de la Russie. Ils étaient en train de parler et puis après, il s'est fait questionner. Le ministre des Affaires étrangères, rien n'est clair. Ils disent qu'ils attendent les partenaires. Il n'y a aucune décision qui est sortie de là. Donc, je ne sais pas maintenant si c'est une fanfaronnade, parce que la Russie n'a pas l'habitude de fanfaronner et la Russie n'aime pas qu'on l'utilise, qu'on joue avec pour faire semblant d'être panafricain, pour faire chanter la France comme Ibeka le faisait sur un dossier ou sur un autre. Ils apprendront à leur dépens que la Russie n'est pas ce genre de... Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que comme la CEDEAO ne le sanctionne pas, la CEDEAO ne peut pas, la France ne parle pas de lui, il passe inaperçu, il travaille pour la France, il travaille avec la France et contre le peuple malien, jamais je ne le supporterai. Et le digne président patriote Assimi Goïta est là pour sortir l'Afrique de toutes les misères des patrons de ce petit vaurien. Eh bien, merci Amina Fofana. Elles sont 3 Amazones aujourd'hui, chers téléspectateurs, vous l'avez très bien suivi, pour vous donner les clés de décryptage, les clés de compréhension de ces enjeux qui se jouent premièrement au Mali, notamment dans le Sahel africain, et pour essayer de comprendre la trajectoire des 2 présidents, 2 militaires à la tête du Mali et du Tchad. Mais comme Linda Labaoui, je voudrais revenir vers vous. Vous avez très bien suivi. Évidemment, on ne fait pas un procès au faciès à Mahamat Idriss Déby. Il s'agit simplement d'essayer de comprendre s'il se situe aujourd'hui dans le sillage de son père, qui, comme vous le savez, a été, en tout cas ces dernières années, un des hommes forts en Afrique. Et je voudrais vous poser la question, vous avez suivi quand même le développement de Amina Fofana. Il est bien vrai que le président Mahamat Idriss Déby est allé à côté de Assimi Goïta pour essayer de copier évidemment le modèle malien. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas la dent un peu trop dure avec lui quand on sait dans quelles conditions, dans quelles circonstances il est arrivé et quand on sait qu'il ne bénéficie pas, lui, de la même marge de manœuvre que Assimi Goïta, qui est porté par une ferveur populaire, alors que chez lui, il doit encore lutter avec des forces internes. C'est tout le problème du Tchad. Hein. Mais s'il avait fait ça il y a encore 3 mois, je me serais dit, oui, c'est un bon panafricaniste. Les choses ont changé dans le Sahel. À un certain moment, tout le monde paniquait parce que la France partait et tout le monde disait, tiens, le terrorisme va s'accentuer, ça va être les tueries dans tous les coins, tout ça. Mais moi, j'étais confiante par rapport à la relation Mali-Algérie et le côté frontalier. L'Algérie, qui a une expérience extraordinaire dans tout ça, il faut pas l'oublier, était là et elle surveillait ce qui se passait. Il faut savoir aussi que pendant la décennie noire, Alger s'est retrouvé isolé complètement. Nous étions isolés. Nous avons combattu le terrorisme avec ce que nous avions. Il y a eu plus d'1/4 million de morts quand même en 10 ans. Ça, il faut le souligner. Plus de 250 000 morts.
tués par le terrorisme en Algérie. Donc il y a cette volonté de vouloir éradier tout ça. Alger l'a bien joué avec Moscou. Pourquoi? Parce que quand la France est partie, elle a laissé un vide. Et la nature n'aime pas le vide. Il faut compléter ça. Alger a reçu une demande officielle par le Mali. Monsieur Choguel Maïga, il l'a même confirmé à la télévision algérienne, il a été interviewé. Et il l'a confirmé aussi lors de certains débats. Alger ne voulait pas rentrer au Mali et s'impliquer pour laisser justement ce vide qui allait se compléter par la Russie. Donc il y a quand même un travail de stratégie qui a été joué. Il faut que les panafricanistes comprennent une chose, que une bonne diplomatie se fait quand on sait ce que l'autre désire. Et Alger savait, elle connaît, si quelqu'un connaît la France, c'est bien l'Algérie. Nous sommes en face, 132 ans d'exploitation, d'extermination même. Donc on connaît bien la France et on sait comment elle pense. Donc Alger a laissé ce vide au profit des Russes. Au bout d'un certain moment, le Mali s'est retrouvé un peu dans la panade et le jeu a été joué, on appelle la Russie, puis on s'en fout. Pourquoi? Parce que quand je parle des 1300 kilomètres de frontières ouvertes avec le Mali, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'au niveau nourriture, ça vient. Ça veut dire que si on a besoin d'être alimenté, par les armes, ça vient. C'est très très important tout ça. Quand il y a eu ce vide, la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie chercher les Anglais. Quand ils ont ramené les Anglais, c'était mauvais pour le Sahel. Et ben c'est là où Alger a officialisé la chose avec les Russes. C'est le traitement d'égal à égal et une politique de, comment on peut appeler ça, de réciprocité. Voilà. Ça a donné l'occasion à Alger d'ouvrir la porte pour les Russes pour qu'ils puissent pas exploiter son couloir aérien. Et aussi, faut pas oublier que l'Algérie a coupé toute aide pour le Mali et pour la France. Donc, le Mali bénéficie de toute cette aide. Chose que le Tchad n'a pas. Et plus les Maliens avancent dans le temps, plus ils sortent vainqueurs dans leur révolution, et plus le Tchad est effacé et isolé. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense bien que dans les temps à venir, c'est la stabilisation du Sahel et du Mali et par Monsieur Assimi Goïta, c'est le Tchad qui va se retrouver absorbé complètement, isolé, et il devra jouer le jeu. Il pourra pas faire autrement. Les choses sont en train de changer aussi en Libye. Il y a toutes les forces, l'Égypte par exemple, la Tunisie, l'Algérie qui mettent le nez dans l'histoire de la Libye pour stabiliser les choses. Donc le Tchad va se retrouver enclavé avec le Mali à côté. Donc forcément là, il veut changer sa politique par rapport au Mali parce qu'il était contre au départ. Et ça lui laissera au moins une porte si les choses changent. Et je suis persuadée que ça change. On le voit déjà par tout ce que le Mali arrive à avoir en ce moment. Merci. Merci infiniment pour cette lecture, Linda Larbaoui. Je voudrais me tourner vers vous, Adjete Ablawa, vous qui avez donc une dent particulièrement dure avec Mahamat et Idriss Déby, pour poser la question de savoir aujourd'hui, est-ce que le Sahel peut se passer aujourd'hui de l'apport du Tchad, parce que du point de vue de l'Afrique centrale en tout cas, le Tchad aujourd'hui est un verrou essentiel à la poussée djihadiste. Est-ce qu'aujourd'hui le Tchad ne fait pas partie de la solution dans le Sahel, et quel est le rôle que vous, en tant qu'analyste, vous pouvez assigner à ce Tchad-là de Mahamat Idriss Déby
a joué justement pour jouer contre la poussée djihadiste, non seulement dans le Sahel, mais également pour éviter que cela ne contamine l'Afrique centrale? Merci beaucoup. Je vais remonter un peu dans l'histoire ancienne et rappeler que le Tchad, hein, c'est une partie du Grand Soudan ancien. Et cette partie qu'on appelle le Tchad, c'est toute la partie où le mercenariat soudanais ancien a été rassemblé par les gouverneurs français installés là-bas. Et c'est depuis là-bas que tous les mercenaires français à peau noire partent pour aller déstabiliser tous les autres régimes de la sous-région et on fait de Lomé leur laboratoire. Donc on les ramasse dans les dunes de sable du Tchad, on les arme, on les dépose au Togo et puis on les naturalise parce que le Togo est une terre d'accueil ouverte et ensuite sous faux drapeau MINUSMA ou intervention et ils vont liquider Sankara, liquider Samuel Doe, liquider voilà ce qu'ils ont fait, hein. Et ces mercenaires Zagawa du Tchad en sont beaucoup dans la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, le fils de Bi, est-ce qu'il veut s'inscrire dans la même démarche que son père, c'est-à-dire être le grand patron de la mafia française à peau noire et donc continuer à réclamer les bakchiches de la France pour pouvoir fournir des mineurs armés ou des jeunes majeurs armés, soi-disant pour la paix au Sahel, alors qu'en réalité, c'est pour continuer à entretenir le terrorisme. La question, il va devoir répondre à cela. Et il doit se rappeler, j'ai quelques intimités au Tchad quand même, hein, il doit se rappeler que Idriss Déby, le père dont on parle, n'est pas son père, et que son propre père a été manipulé par les Français et s'est retrouvé mort, il s'est retrouvé orphelin, pris en charge par Idriss Déby, et qui aujourd'hui, après avoir rendu des bons et loyaux services à la France, se retrouve éliminé par des snipers américains, mais américains, c'est faux drapeau américain. Donc, si Idriss Déby a été éliminé, ce n'est pas parce qu'il a commencé par défendre l'Afrique, c'est parce qu'il a commencé par réclamer la rançon du mercenariat. Le Tchad doit payer le prix du mercenariat qu'il a fait contre tous les peuples africains. L'assassinat du premier président du Togo par la France est porté par l'autre Zagawa installé au Togo qui s'appelle Eyadema. C'est pas un Tchadien, lui. Donc tout ça... En même temps, oui, AGT. Oui. Oui, mais en même temps, on va quand même un peu faire attention pour ne pas jeter l'anathème sur le peuple tchadien, bien entendu. Oui, je ne jette pas l'anathème sur le peuple tchadien. Ouais. Hein. C'est une tribu de 150 têtes d'hommes qui ont toujours joué ce rôle-là, qui ont choisi de gagner leur vie dans le mercenariat. Et c'est eux qui aujourd'hui est le noyau du problème du Tchad. Maintenant, est-ce que lui, le jeune Idriss, a la maturité suffisante pour rassembler le peuple de Tchad et ensuite faire en sorte de faire une réconciliation et de sortir de cette culture du mercenariat au service de la France? Précisément, la question que je vous pose, que je vous ai posée et que vous semblez contourner, c'est aujourd'hui, dans le Sahel, le Tchad fait-il partie de la solution ou du problème? À l'instant T, je considère que la junte militaire au Tchad est un danger pour la paix du Sahel. Comment vous illustrez ça?
Tout simplement parce que pour les intérêts de la France, il n'a pas envoyé 1000 soldats au Sahel. La France n'a qu'à envoyer ses militaires à lui, à elle. Si la France veut défendre ses intérêts au Sahel, la France prend 1500 militaires français, mercenaires à peau blanche, qui assument pleinement de venir assurer la sécurité de la France au Sahel, si tant est que le Sahel est un département français. Voilà. Puisque le Sahel n'est pas un département français, et donc les mercenaires français à peau blanche feront tâche dans le secteur, alors on sous-traite le boulot, le sale boulot, on le sous-traite aux mercenaires français à peau noire du Tchad. Maintenant, il faut qu'ils cessent avec cette culture-là. Leurs pères, leurs ancêtres l'ont fait depuis 1830. Leurs pères l'ont fait depuis les 1960. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Qu'est-ce qu'ils en ont tiré? Regardez l'état du Tchad. Qu'est-ce qu'ils en ont tiré? Regardez l'état du Tchad. À part un groupuscule de la mafia des généraux du Tchad qui sont immensément riches, déposer l'argent au Canada et aux États-Unis en mettant leurs femmes et leurs enfants à l'abri là-bas. Qu'est-ce qu'en tire la population tchadienne? Pour que leur peuple soit pris en otage par ces mercenaires français à peau noire. Donc, moi, je ne considère pas la junte militaire comme étant une solution à la paix au Sahel. Il faut surveiller la junte militaire du Tchad comme le lait sur le feu. Il ne faut même pas considérer que parce qu'ils ont la peau noire, ce sont des frères africains, donc on peut discuter. Déby était un frère africain, et il était dans le désert en train de voler nos frères qui faisaient l'immigration par la voie terrestre pour arriver en Algérie ou en Libye, et puis les enrôlait de force dans son armée et les monnayait par tête de vache à la France. Eh bien, merci Adjité Ablawa pour cet éclairage. Nous allons certainement sortir de cette première thématique avec vous, Amina Fofana, indépendamment de la France, qui est aujourd'hui persona non grata avec tous ces satellites, comme vous ne les appelez pas justement, le Niger, la CEDEAO, etc. Et puis, avec la venue de la Fédération de Russie, comment est-ce que vous entrevoyez, vous, la sortie de cette crise au Sahel? Surtout, quelle est la place que vous donnez aux frères africains qui voudraient effectivement aider le Mali? Quelle est la place que vous réservez à l'Afrique dans ce combat-là pour la souveraineté, la pleine souveraineté du Mali et surtout la souveraineté de l'Afrique sur le Sahel? Merci beaucoup. Fred, en fait, les rois d'Afrique sont venus ici. Je les salue et au nom du peuple malien, on les remercie pour leur visite. Moi-même, je suis partie spécialement les rendre visite parce que le jour où ils ont rencontré Yereolo, moi, j'étais sur Afrique Média, je n'ai pas pu. Donc, ils sont venus, ils se sont entretenus. Ils ont des visions, ils ont des projets. Et avant que les rois d'Afrique ne viennent, et leur majesté ne viennent, il y a d'autres groupes de panafricains qui sont venus ici. L'Afrique doit être un seul pays. Et cela ne peut pas venir des présidents actuels. Et la façon dont je vois le fils Déby se comporter ici, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun espoir avec lui. Parce que pour qu'il y ait de l'espoir, il faut que lui soit d'abord souverain. Qu'il sache pour qui il est là, qu'il sache pour qui il travaille, et qu'il sache qu'il est au service de son peuple, qu'il calque sa présidence sur le président patriote Assimi Goïta. Donc, la porte du Mali n'est pas fermée, sauf que les autres présidents, ils vont dans un autre sens. Mais les panafricains qui sont venus ont été reçus et entendus par le digne président. Comme je vous disais, leurs majestés aussi sont venus. Ils ont été reçus officiellement. Mais Macron, persona non grata. Et lui-même qui voulait accompagner Macron, lui et Nana Addo Akufo, persona non grata. Le représentant spécial de la CEDEAO aussi, persona non grata. Ils ne sont pas dignes
de parler avec notre président. Cela doit vous éclairer, cela doit vous faire comprendre à qui l'on a affaire. On a affaire à un militaire qui, même si le fils Déby, il a fanfaronné quelque temps sur le truc, au Sahel là-bas, notre dit président, il a fait 10 ans là-bas, il avait été capturé par les terroristes de la France. D'ailleurs, je m'incline encore devant la mémoire de toutes les victimes du Sahel, toutes les victimes militaires, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina, où le Tchad et la France, Takuba et autres partenaires agissent contre nous. Je m'incline pour leur bravoure, parce qu'on les a privés d'armement, on les a privés on les a mis l'embargo, on les a mis à la disposition, on les a trahis. La France est venue en un pays ami, mais la France est venue pour rester. La France n'est pas venue pour partir. C'est pour ça qu'on va la chasser, elle va partir, mais tout le monde en sera content ici. Donc, cette trahison-là, c'est pour ça que je dis que le premier patriote au Mali ici, il n'y a personne qui dépasse les militaires en termes de patriotisme, parce que ce sont eux qui acceptent de mourir pour protéger le pays, pour protéger les peuples. Donc, je m'incline devant leur mémoire, devant les mémoires des civils, des victimes de ces voyous criminels qui les ont tués pour aider l'Occident à nous piller. Donc, je m'incline devant leur mémoire et pour que puisse s'unir, moi je vous efface à des présidents qui ont deux choix. Normalement, le premier choix, c'est de faire comme Faustin Archange Touadéra. Le deuxième choix, le premier, c'est ça qui est facile normalement. C'est ce que le fils Déby devrait faire. Rompre avec la France et faire avec la Russie. Je le vois un peu. Je suis en train de le voir un tout petit peu sur ce chemin, mais personne n'y voit clair. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui appelait. C'est pour ça que l'image avait disparu. Donc, il y a le deuxième choix. C'est-à-dire que s'il refuse d'être un président conscient, comme le digne patriote Faustin Archange Touadéra, qui a décidé de sortir son pays de l'impérialisme, eh bien, je ne cesserai de le répéter, ils vont apprendre par le peuple comment faire avec des voyous comme eux, pour qu'un Assimi Goïta arrive au pouvoir. Et sans oublier, je ne vais pas oublier l'Algérie. L'Algérie, par exemple, l'Algérie et le Mali collaborent aujourd'hui. Alors, vous me recevez, Fred? Fred, l'Algérie est un pays frère. L'Algérie et le Mali collaborent aujourd'hui. Donc, les autres, pourquoi ils ne collaborent pas? Ben parce qu'ils bossent pour la France, c'est tout. C'est pour ça qu'ils ne collaborent pas. Sinon, les Africains sont les bienvenus. Les Africains, nous sommes des frères ici au Mali. Donc, si les autres présidents ne viennent pas, c'est parce qu'ils travaillent pour la France et l'Occident. Ils travaillent avec leur agenda, leur carnet, mais ils seront dessus. Ils seront extrêmement surpris parce que ce sont les assises nationales qui vont dire l'avenir du peuple malien, qui vont fixer l'avenir du peuple malien. Et je salue encore notre digne président patriote, Assimi Goïta, parce que le premier jour où ils ont fait la réunion du G5 Sahel par Zoom, c'est ce jour-là, quand il a pris le pouvoir, il a demandé à Macron de passer à table pour réviser l'accord de défense, que ce n'est pas en faveur du peuple malien. Donc, depuis là, Macron est en train de fuir. Et le mois de février, Inch'Allah, et le fils Déby et ses patrons qui tremblent devant notre président aujourd'hui, donc eux tous vont partir du Mali. Et puis après, quand il se repentira, on verra comment travailler avec lui ou quand les autres se repentiront. Sinon, dans leur état actuel, vraiment, il leur faut des coups d'État pour qu'un Assimi vienne ou bien qu'ils partent vers la Russie pour foutre la paix aux Africains. Je pensais qu'on pouvait, merci à vous Amina Fofana, je pensais qu'on pouvait sortir de cette première thématique par votre intervention. Maintenant, je me suis ravisé. Je pense que je vais aller voir Linda Larbaoui pour demander, Linda, est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager une sorte de coalition comme dans le cadre de la Centrafrique, même si tout ça reste un peu sous la bannière des Nations Unies. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui les pays africains, panafricains,
comme le souhaite Amina, venir aujourd'hui en aide au-delà, en plus de ce que la Russie va apporter au peuple frère malien, en tout cas à tous les pays qui sont situés au niveau du Sahel pour endiguer évidemment, effectivement, cette menace terroriste. Est-ce que c'est possible? Ces pays-là peuvent-ils se défaire de la tutelle de la France pour aller au secours du Mali? Si j'ai donné une information qui était capitale il y a quelques jours en disant que les terroristes au Sahel demandent à l'Union européenne de négocier, c'est que ils ont senti la patate arriver. Il faut aussi, je vais répondre à notre sœur Amina et à nos frères maliens. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que la coalition Moscou-Alger, c'est-à-dire ces deux pays qui essayent d'aider le Mali à sortir de la panade, ont fait échouer, cette coalition a fait échouer les manigances franco-britanniques dans le Sahel. Ce que j'ai dit tout à l'heure, les Français se retrouvant tout seuls, ils sont vraiment seuls et aucun pays costaud de l'Union africaine veut les soutenir, donc ils ont ramené les Britanniques. Comme les Britanniques d'ailleurs les ont emmenés à Gibraltar. Gibraltar, c'est aussi la porte de l'Afrique. Hein. Donc là, ils sont tous les deux, comme il y a 200 ans, contre les Africains. Et là, par rapport à tout ça, le Tchad se retrouvera forcément isolé et c'est le Mali qui deviendra un pays pilote de la région. C'est ça l'avenir du Mali. Et les terroristes, pour moi, leur histoire est finie. Elle est finie. Il y a les Algériens qui négocient pas, les Russes non plus. Si vous revoyez, je vais vous envoyer à Afrique Média les images et la menace et l'intervention de l'armée algérienne et comment ils ont liquidé tout le monde. Donc ça rigole pas. On a perdu beaucoup de militaires dans le champ de bataille comme par rapport au terrorisme. Donc nos militaires, quand ils arrivent, il n'y a pas de négociation. Il n'y a que la France qui négocie pour donner 10 millions d'euros et relâcher 200 terroristes. Oui, et l'Indo, on l'a retrouvé à Alger. Il a été arrêté à Alger, donc il a fait du chemin. Vous voyez, ils l'ont retrouvé avec, non mais sérieux, avec 12 000 euros sur lui. Ça, c'est fabuleux. Et après, on nous dit, on combat le terrorisme. Donc tout ça, c'est faux. Mais je reviens à notre débat. Pour moi, l'histoire du Sahel, elle est finie. Pour moi, quand on voit les choses, ça y est, il y a une coalition qui s'est faite entre deux pays pour remplir le vide de la France. Et de ces deux pays, on part à 3. Il y a encore un triangle qui se dessine et qui fait Bamako, Alger, Moscou. Alors, la question qui se pose, que deviendra cette coalition? Que deviendra cette alliance? Mais je suis persuadée que dans les pays du Sahel, c'est le Mali qui deviendra le pays pilote par rapport à sa stratégie, par rapport aussi aux ethnies qui habitent le Mali. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, ça fera un beau barrage au Tchad à tous ceux qui voudront récupérer le Tchad ou à Mohamed Idriss Déby qui se retrouvera isolé. Et le deuxième pays aussi qui va chuter et qui va se retrouver pareil, hein, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso va suivre et le troisième pays, ce sera le Niger. Il y a déjà, par rapport à l'Algérie, il y a déjà un projet du Grand Maghreb et pays du Sahel qui est en train de se faire pour développer le Sahel. Quand au Mali, ils ont reçu le ministre des Affaires étrangères, il a parlé d'une chose qui est réelle pour éviter justement, je dis ça à ma sœur, pour éviter que nos enfants soient exploités, il faut les sortir de la pauvreté, pour éviter qu'ils soient des mercenaires pour 20 euros ou 50 euros par mois. Donc ça, c'est un projet algérien et qui commence déjà à se concrétiser, algérien et nigérien, Nigeria aussi qui est dedans. Il commence par le tuyau de gaz. Donc ça va développer, ça va créer des emplois. Et il y a déjà aussi des accords qui ont été faits pour embaucher des jeunes Africains dans le Sahara, en Algérie. Moi qui suis d'Alger, s'il faut que j'aille à la frontière du Mali, il me faut 3 heures, alors que de Paris, c'est 3 heures et demie.
de vol. Donc, dans le temps, ça se faisait. Avant le terrorisme, il y avait des contrats de 5 ans par individu. Donc, il y avait des Maliens, des Nigériens qui travaillaient en Algérie. Donc, tout ça a été revu. Et dans toute cette histoire, et dans la coalition, encore une fois, je me répète, Bamako, Alger, Moscou, forcément, les autres pays vont s'aligner. Ça, c'est forcé. C'est terminé le jeu dans le Sahel. Nous l'avons vu à Moscou quand notre chef d'état-major, Monsieur Chengreha, que je salue, et en ce moment, je vous dis pas, il y a des caricatures françaises, ils sont en train de le dégommer, il a été très clair. Il a dit, fini le jeu dans le Sahel. Fini la France dans le Sahel. La France n'est pas chez elle. Il dit maintenant le Sahel, il est pour les pays sahéliens. Il n'y a plus de G5 Sahel, il n'y a plus de tout ça. Il y a les pays qui sont concernés. Il y a les enfants de ces pays-là qui vont défendre leur Sahel et qui vont profiter des richesses de leur Sahel. Merci. Je donne une information, excusez-moi, à Amina. Oui. Non, allez-y, terminez, oui. Aux États-Unis, ce qu'ils utilisent comme uranium, ça vient du Mali. Et c'est pour ça qu'en ce moment, les États-Unis ne disent rien, ils sont effacés, ils attendent que les choses se passent. Ça vient aussi du Congo, ma chère Linda Larbaoui. La bombe de Hiroshima Nagasaki, c'est là-bas qu'ils l'ont pris. Ça vient des deux pays. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous allons refermer cette première thématique avec évidemment, avec vous. Mais la transition est toute trouvée. C'est donc nos chers téléspectateurs qui veulent participer. Et c'est votre cas, Delphin depuis Gitega ou Bujumbura, en tout cas depuis le Burundi. Bonsoir à vous. Merci surtout de votre patience. Eh bien, les deux profils, Assimi Goïta, Mahamat Idriss Déby, mariage de raison ou mariage d'amour? Bonsoir, mon très cher René Bungou. Une fois de plus, la joie est grande de te rejoindre sur le plateau d'Afrique Média. Donc, je vous remercie, toi et les équipes de la régie, de m'accueillir encore une fois à la maison. Je transmets mes salutations à l'ensemble des téléspectatrices et des téléspectateurs. Et je souhaite aux uns aux autres d'avoir bien réveillonné et bientôt de bonnes fêtes de fin d'année 2021 et de début 2022. Je n'oublie pas de transmettre mes salutations à mes chères sœurs, donc Madame Linda Larbaoui, la dame d'or et non pas de fer, parce qu'il ne faudrait pas la confondre avec cette gueuse soi-disant démocrate, feu l'ex-premier ministre Margaret Thatcher, sans oublier notre sœur aînée, Madame Larbaoui. Donc, mon cher Bungu, mariage de raison ou mariage d'amour? Moi, je dirais, Derechef, mariage de raison. Pourquoi? Je pense que mes sœurs sur le plateau ne le savent pas ou l'ont oublié. Malgré tout, le Tchad collabore déjà avec la Russie, mais pas dans le domaine militaire, mais plutôt, je dirais, socio-financier. Donc, il faut savoir que la société, je crois que c'est Gazprom, si je ne me trompe pas, travaille à électrifier le Tchad, chose que n'a jamais fait l'Élysée, soi-disant démocrate. Donc, c'est un petit geste qui est posé, mais pour ma part, je ne peux pas le dénigrer, d'autant plus que Père Déby fait partie de ces dirigeants africains qui, courant 2015, s'est opposé, vraiment, il s'est opposé avec les moyens qu'il avait aux gens soi-disant démocrates, parce que ceux-ci voulaient nous envoyer une fumisterie semblable à la MINUSMA, à la MINUSCA, qui s'appelle la MAPROBU. On parlait à l'époque de mission africaine pour la prévention et la protection au Burundi. Monsieur Déby, aux côtés de Monsieur Obiangema, notamment, faisait partie des dirigeants africains qui ont soutenu leur petit frère à l'époque, paix à son âme, maintenant il est mort, le président Nkurunziza. Donc, moi étant le petit frère de tous ces gens-là que je viens de nommer, je ne peux pas manquer de respect ou du moins avoir la dent dure, comme disait Bungu, contre la famille Déby. Mais là où je rejoins mes sœurs,
c'est une chose que j'ai observée, aussi bien au Burundi qu'en dehors du Burundi. Nous avons malheureusement, et nous travaillons déjà à diminuer cela, nous avons des dirigeants qui, pour moi, de mon point de vue, ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure d'effectuer une lecture assez approfondie de la géostratégie, d'autant plus que c'est un domaine qui nécessite extrêmement peu d'émotion, mais surtout de la froideur. Je vais donner un exemple de chez moi, parce que c'est bien de parler d'autrui, mais il faut d'abord se regarder soi-même. Nous avons un ancien président du Sénat du Burundi, je peux le citer parce qu'il n'est plus aux affaires, il s'appelait Monsieur Pi Navio-Hanyuma. Actuellement, il est en train de dépérir du côté de la Belgique, parce que pendant des années, jusqu'au début des années 2000, il s'est fié à la prétendue puissance de la Belgique. C'est encore plus ridicule parce que la Belgique est un pays encore plus insignifiant que la France dans l'Union européenne. Résultat, il a été littéralement surpris par la pugnacité, la clairvoyance de Nkurunziza et ses collègues, et surtout par l'arrivée de la Chine et de la Russie dans la région des Grands Lacs. Donc il est parti dans les bagages, comme d'autres nègres de maison. Il a suivi entre autres l'ex-ministre fédéral des Affaires étrangères belge, M. Didier Reynders, un autre bavard soi-disant démocrate qui n'a plus de réel impact au Burundi. Et j'ai le sentiment que le fils d'Ebi est peu ou prou victime du même syndrome aujourd'hui. Mais, comme l'ont exposé mes sœurs, notamment celle qui avait la parole juste avant moi, Madame Larbaoui, il sera obligé de suivre le mouvement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure quand j'ai pris la parole de mariage de raison. Je vous garantis, et Madame Larbaoui sait de quoi je parle, via mon meilleur ami qui est algérien, natif de la ville de Stif, j'ai eu accès aux archives justement de la guerre qu'a engagée l'armée algérienne contre des gens qu'on taxe de terroristes. Mais il les liquidait. Et là, c'était no pity, c'est-à-dire que matin, midi, soir, il les arrosait. Une partie des terroristes qui sont actuellement dans la zone du Sahel ont été héliportés par la Turquie depuis la Syrie. Ils savent, ils ont vu la puissance de feu de la Russie. Ils savent très bien que leur sort est réglé. C'est une question de temps. Mais on va finir avec eux, comme on dit au quartier au Cameroun. N'est-ce pas, mon cher frère Bongo? Donc, moi, je suis d'avis qu'il faut rester vigilant, effectivement, par rapport au Tchad. D'autant plus que le Tchad abrite toujours une base militaire française, ce qui n'est plus le cas du Mali. Donc, il faudra continuer ainsi et maintenir la cadence. Donc, pour ne pas monopoliser le micro, je vais m'arrêter ici. Afrique Média, le monde c'est nous. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. Merci infiniment Delphin depuis donc le beau pays, petit beau pays Burundi, qui a donc essayé de nuancer un tout petit peu les propos de nos Amazones. Je vous rappelle qu'elles sont trois à décrypter l'actualité aujourd'hui. Adjete Ablawa qui est donc en direct avec nous depuis le Togo, Linda Larbaoui qui est à la Moselle, qui a laissé un peu Paris et qui est à la Moselle cet après-midi. Et puis, il y a également la grande Amina Fofana. Là, je ne me suis pas trompé, membre de la transition malienne. On me signale d'autres téléspectateurs avec votre permission. On va les prendre au téléphone. Bonsoir à vous, merci de votre patience. Vous êtes en direct sur Afrique Média. Eh bien, allez-y, quelle est votre contribution à ce débat? Allô, bonsoir Afrique Média. Bonsoir à tout le plateau, à nos très chers Amazones africaines. Je souhaiterais déjà remercier Afrique Média parce que cette année, vous nous donnez la joie au cœur en fin d'année parce que tout ce qui se passe, c'est grâce à vous. J'aimerais surtout remercier le peuple malien parce que avec le dénuement qui est en train de se passer sur le Mali, franchement on est content et les fêtes de Noël, malgré l'épidémie et tout, on a la joie au cœur. Merci beaucoup et je remercie Amina Fofana qui est l'égérie de ce combat pour la plupart des auditeurs de
d'Afrique Média. Bon, mon intervention va porter simplement sur les endocolons, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est très bien avancé. Ils ont pris l'autoroute de la liberté. C'est sûr qu'il n'y a rien au bout qui va les arrêter. Mais par contre, la France tentera de tous les moyens d'empêcher le peuple malien d'arriver à bon port. Donc du coup, il y a en Russie, par exemple, une loi sur les agents étrangers, dont la Russie, pour contrer les guerres hybrides américaines et occidentales, qui financent les partis politiques, les ONG et les associations dans le pays pour saboter le pouvoir en place, la Russie a défini une loi contre les agents de l'étranger. Et moi, je pense que tous les pays africains, notamment le Mali et la Centrafrique, qui sont vraiment dans le feu des projecteurs aujourd'hui, doivent prendre ce genre de loi, en fait. Parce que n'oublions pas qu'en Ukraine, par exemple, d'après une audition au Sénat, le département d'État américain a admis qu'ils ont dépensé 5 milliards de dollars pour arriver à la révolution qui a eu lieu en Ukraine, pour prendre le pouvoir et pouvoir ainsi nuire à la Russie. Donc, si jusqu'aujourd'hui, même la grande Russie, les Occidentaux commencent à continuer à l'attaquer de tous les moyens, donc imaginez pour le Mali, le Centrafrique, ils ne vont pas s'arrêter, ils vont tout faire pour détruire ces États-là. Donc, Amina Fofana, je pense que dans le cadre des assises nationales de la refondation, vous devez discuter d'une loi comme celle-là. Parce que récemment, j'ai appris qu'on a donné 23 millions d'euros aux partis politiques au Mali. Et si on donne l'argent à un parti politique de l'extérieur, c'est pour défendre les intérêts de qui? C'est pas pour défendre les intérêts du pays. Donc, je pense qu'il doit y avoir des lois pour contrer ça. Et enfin, je voudrais poser une question à Mme Ablawa. Lors d'une émission Ligne Rouge, avant l'arrivée de Macron annoncée au Mali, elle avait dit qu'il fallait que les Maliens s'asseyent et négocient avec la France, parce qu'on pouvait commencer à s'arranger un peu avec la France. Je paraphrase, hein, je vais un peu vite pour gagner du temps. Moi, j'aimerais savoir sa position, c'est laquelle. Est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à accepter que l'Afrique négocie avec la France ou pas? Parce que pour moi, la France doit sortir de notre continent. Et après avoir chassé la France, on doit amener la France devant les juridictions internationales pour qu'elle paye ses crimes, pour qu'elle rembourse ce qu'elle a volé et pour qu'elle nous dédommage, qu'elle fasse des réparations. Ça, c'est comme ça que j'entends le combat. Et j'aimerais qu'elle me dise, elle, c'est quoi le combat pour elle? Parce que la France ne peut revenir en Afrique avec nous que quand elle aura accepté ses crimes, elle aura payé ce qu'elle a volé en Afrique et réparé ses torts. Sinon, ça ne sert à rien de avec la France. On a trop souffert. Et on a tué nos parents, on a tué nos ancêtres, on a esclavagisé. C'est pas possible. Et je pense qu'il faut aller au centre de l'Algérie. L'Algérie est ferme et j'adore l'Algérie. Pour finir, pour chuter, c'est simplement dire à tous les Africains qui interviennent, parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui a appelé, qui a dit les Arabes et machin, l'Algérie, c'est le seul pays qui a lutté pour la cause noire. Donc, les Noirs américains, les Sud-Africains, les Africains, l'Algérie, c'était la tanière, le refuge de tous les gens qui combattaient pour la liberté et beaucoup la population noire. Donc aujourd'hui, personne ne peut venir sur un média dire qu'elle parlait de l'Algérie mal. On doit à l'Algérie du respect. L'Algérie, c'est un allié indéfectible. Merci beaucoup. Afrique Média Le Monde, c'est nous. Bonne fête à tous les Africains. Eh bien, merci à vous, très très chers téléspectateurs. Nos Amazones vont vous répondre. J'ai bien noté vos préoccupations. Amina et Madame Adjete ont donc été interpellés, mais elles vont vous répondre tout à l'heure. Le temps de continuer à prendre nos chers téléspectateurs qui nous écoutent avec attention, hein, chers dames. Hein, ils savent très bien ce que vous avez dit ici. Bonsoir à vous, merci. Vous êtes sur Afrique Média. Eh bien, allez-y. Quelle est votre contribution à ces débats? Oui, bonsoir Monsieur Fred Bongo, bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Monsieur Fred Bongo, franchement, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit la grande sœur Amina, mais il y a un bémol. Je vous assure, nous pleurons tous les jours
le père Déby, parce que les dernières années de sa présidence, c'était vraiment un délice pour notre pays, pour notre Afrique. Ce monsieur nous a défendus sur tous les points. Les gens ne se rappellent même pas que c'est grâce à Idriss Déby qu'Afrique Média n'a pas été fermée. Parce que la France avait mis la pression sur le Cameroun pour fermer Afrique Média. Et immédiatement, le président Déby a ouvert une antenne Afrique Média au Tchad. Et c'est ça qui a contrecarré les desiderata de la France. Donc, deuxième chose, c'est que, franchement, ces gens-là nous ont fait beaucoup de mal. Imaginez si le père Déby était vivant avec Goïta. Mais l'équation devait être vraiment très simple. C'est pour ça, pour répondre à votre question, moi, je ne pense pas qu'il faut un mariage entre Goïta et Kaka. Tout simplement parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Tout simplement parce qu'on a tué son père, justement, pour empêcher que les hommes forts du Sahel s'entendent entre eux. Et c'est là où je dis qu'il faut peut-être attendre que la situation soit réglée au Tchad avant qu'il y ait une quelconque entente entre les deux pays. Mais de toutes les façons, chaque pays est souverain. Que le Tchad s'occupe du Tchad, les Maliens vont bien s'occuper du Mali. Aussi simple que ça. Moi, je suis contre cette escroquerie-là qu'on parle de Sahel, comme si le Sahel était un pays. Non, il y a des pays qui s'étendent sur le Sahel. Si chaque pays a sa souveraineté, cette histoire de G5 Sahel n'existerait pas. Et c'est là où je profite donc de l'occasion, M. Fred Bungo, si vous m'accordez une seule minute, pour dire aux Africains que l'histoire se répète à chaque fois dans la France-Afrique. M. Goïta et M. Touadéra ne font pas plus que M. Gbagbo. Laurent Gbagbo avait vaincu la France par des moyens pacifiques, mais comme il n'était pas sorti du franc CFA, il a été tout simplement renversé jusqu'à mis en prison pendant une dizaine d'années à La Haye. Si M. Goïta et M. Touadéra ne sortent pas du franc CFA, ils laissent la chicotte, ils laissent l'arme de la guerre aux mains de la France. Tant qu'on ne va pas enlever le franc CFA, parce que j'aime toujours le dire, la France ne peut pas financer une base militaire dans un pays où il n'y a pas le franc CFA, parce qu'une base militaire coûte cher. Mais comme elle est dans les zones à franc CFA, cet argent-là, c'est une fabrication, c'est du papier, c'est de la fausse monnaie. Donc, elle peut faire vivre ses bases militaires dans ces zones-là sans aucune difficulté. C'est pour ça que j'aime toujours attirer l'attention des panafricains d'aller, surtout pour nous, de la zone France-Afrique, il faut couper le nerf de la guerre. Il faut couper le franc CFA. Si Goïta coupe le franc CFA, c'est fini pour la France. Si Touadéra coupe le franc CFA, c'est fini pour la France. Mais tant qu'ils ne vont pas couper cette monnaie, ils seront toujours obligés d'aller négocier avec la France. Je ne vais pas monopoliser la parole pour laisser vos Amazones nous instruire. Et bonne soirée à vous. À vous, j'espère que c'est bien Jamal du Cameroun. J'ai cru reconnaître le timbre vocal, mais tant pis si je me trompe. Eh bien, on continue à prendre nos téléspectateurs qui sont nombreux, hein, bien évidemment. C'est la dernière émission de l'année. Bonsoir à vous, merci d'être là, merci surtout de votre patience, merci de votre fidélité. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Bonsoir, mon cher ami Fred Bougou, à mon ré depuis les États-Unis. Je voudrais saluer toutes vos invités, les Amazones, comme les gens l'ont dit déjà. Alors, mon cher ami Fred Bougou, j'aimerais vraiment être amer vis-à-vis du thème que vous avez posé et vis-à-vis de certains panélistes aussi. Parce que déjà, poser ce thème-là, comme l'a rappelé un peu Amina Fofana et surtout la dame du Togo, poser déjà ce thème, le leadership du président Goïta. C'est diluer, c'est mettre de l'eau dans la force du président Goïta. On ne peut jamais, mon cher Fred Bougou, on ne peut au grand jamais oser comparer le président, le leadership du président Goïta et le leadership de Mahamat Déby Itno. Déjà, les gens font une confusion entre leurs noms. Le père s'appelle Idriss Déby Itno et le fils s'appelle Mahamat Déby Itno. Le nom c'est Déby Itno. Donc le fils ne s'appelle pas
Maman Idriss Déby Itno. Alors, qui est Idriss Déby Itno? D'abord, le père Déby Itno, je l'ai toujours dit ici sur le plateau d'Afrique Média, et les gens me traitent de traite. Les gens me traitent même d'agent de George Soros qui est aux États-Unis. Idriss Déby Itno, je l'ai rappelé et je vais toujours le rappeler, il n'a jamais été panafricain. Pourquoi? Il est venu au pouvoir comment? Idriss Déby est venu au pouvoir en trahissant Goukouni Ouédé, en trahissant Hissène Habré. Il est venu au pouvoir sur les chars français. Très bien, on peut dire, bon, tu peux être au pouvoir, amené par la France, mais tu peux changer. Mais Idriss Déby n'a jamais changé, bon, ça lui fait beaucoup. Il n'a jamais changé. Il a toujours soutenu les actions de déstabilisation de la France dans la sous-région CEMAC. Toujours. Maintenant, des fois, quand il est un peu lucide, ou bien quand il veut faire un peu du chantage à la France, il sort des mots selon lesquels, oui, le franc CFA c'est pour nous, et c'est nous qui devons le gérer. Mais si tu penses que le franc CFA est pour toi, tu es ministre des Finances, non? Pourquoi tu ne dis pas à ton ministre des Finances de dénoncer les accords monétaires et de sortir du franc CFA? Donc c'est quand il veut avoir quelque chose de la France, qu'il fait du chantage à la France, et c'est ce que les gens prennent pour dire qu'il est panafricain. Il n'a jamais été panafricain. Ensuite, son fils est venu au pouvoir. Mais son fils est venu au pouvoir comment? Il est venu au pouvoir, il a été installé par Macron au pouvoir. Il faut le rappeler aux gens. Maman Déby Itno dit Kaka a été installé au pouvoir par la France. Ça fait un. Oui, allez-y. À un moment où tous les présidents panafricains sont en train de boycotter la France, il a visité la France pour aller recevoir des ordres. Ensuite, il est parti à la tribune des Nations Unies pour appeler la communauté internationale à venir jouer un rôle dans son pays. Et qui dit communauté internationale dit la France. À quel moment? À un moment où des présidents tels que Goïta sont justement en train de chasser la communauté internationale de leur pays. Ensuite, qui est encore Maman Déby Itno? C'est lui qui a abrité François Bozizé. Il faut le dire. Et François Bozizé, tout le monde le sait, il est le déstabilisateur du Centrafrique. Disons-le à tout le monde. Et il y a des panélistes qui ont cette propension-là de soutenir des gens plutôt que de soutenir des idées. Si aujourd'hui, le Centrafrique est toujours en difficulté, c'est entre autres à cause des actions déstabilisatrices d'un monsieur comme Maman Déby Itno, soutenu et installé par la France. Les gens l'ont rappelé. Pourquoi est-ce que la France s'acharne sur Goïta et ne s'acharne pas sur le Tchad? Puisque les deux sont pratiquement dans la même situation. Est-ce que le Tchad a déjà donné son calendrier pour les élections? La réponse est non. Alors pourquoi on ne dit pas la même chose du Tchad? Donc cessons de faire le deux poids et deux mesures et cessons de dire la vérité. Les gens sont en train de critiquer Afrique Média en disant qu'Afrique Média soutient les dictateurs. Moi, je n'ai pas envie de croire ça. Par conséquent, disons la vérité aux gens. Maman Déby Itno est un pion de la France. Il est une marionnette au maître de la France qui veut déstabiliser la sous-région de l'Afrique centrale. Donc, comparer Goïta à Maman Déby Itno, c'est justement faire de l'insulte au président Assimi Goïta. Moi, ma position, les gens peuvent me critiquer, mais c'est ce que je soutiendrai jusqu'à la fin. Et j'étais le premier à le soutenir, et je le soutiendrai toujours. Afrique Média, le monde c'est nous, à mon avis, c'est les États-Unis. Afrique Média, le monde, c'est nous, le grand pharaon Amon-Ra depuis les États-Unis. Soyez rassurés, Amon-Ra. On ne compare pas les deux hommes. Il s'agissait simplement de voir si l'un peut se mettre dans le sillage de l'autre, parce que ces deux régimes qui sont issus, l'un par un putsch et l'autre qui a hérité d'un pays, et surtout quand on connaît le rôle pivot du Tchad, en tout cas dans l'endiguement de la menace djihadiste, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique centrale. Mais vous savez, le problème, ceux qui taxent Afrique Média de soutien des dictateurs, vous savez, personne n'a jamais fallu l'unanimité dans cette vie, et on prend ça, comme tous ceux qui nous supportent également. D'autres téléspectateurs, évidemment, qui sont encore là, qui veulent parler, eh bien, on vous en donne la possibilité. Bonsoir à vous, merci de votre patience et merci de votre fidélité. Allez-y, on vous écoute. En attendant, peut-être que ce téléspectateur-là, est-ce qu'il finalement il est avec nous ou pas? Hein?
Eh bien, allez-y, vous êtes déjà à l'antenne. Ça faisait un petit bout qu'on attendait que vous parliez. Ah, ok. Bonsoir, monsieur Fred. Bonsoir. Oui, je voulais d'abord saluer tous les staffs d'Afrique Média et tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et en ce qui concerne la thématique de ce soir par rapport au Mali, je vais d'abord rendre hommage, un vibrant hommage à Amina Fofana. Amina Fofana, parce que c'est une grande femme, une dame de fer, une dame qui est décisive, qui prend des décisions comme un homme. Elle avait dit dans une des conférences là-bas du CNT que après IBK, si on n'a pas chassé la France, on rigole ici. Et c'est ce qui se passe ici. C'était comme si elle prophétisait. C'était comme une prophétie elle avait donnée. Parce que, pour vous expliquer en 2-3 minutes, ou bien 1 minute, c'est-à-dire après la France, après IBK, ça veut dire quoi? Après un endocolon, après un traître, après un nègre de maison, si on n'a pas chassé le vrai terrorisme, on rigole ici, ça veut dire que on va encore répartir derrière 50 ans encore après, dans la colonisation. Donc c'était juste d'après moi, d'après mon analyse, quand je l'ai entendu à cette conférence, elle disait directement, après IBK, si on n'a pas chassé la France, on rigole ici. Donc, vraiment, c'est une dame. À chaque fois quand elle vient à l'Afrique Média pour intervenir, je suis tous ces interventions. Je suis très ravi et je félicite tout le staff d'Afrique Média. Afrique Média, le monde se dit. Merci encore. Merci, Amina Fofana. Vous faites perdre la voix à nos téléspectateurs. Hein. Ils sont tous en pamoison devant vous, mais ce n'est que justice pour votre combat. Hein. Encore un autre téléspectateur. Bonsoir à vous. Merci. Vous êtes sur Afrique Média, télévision. Débat panafricain, seconde partie, la dernière de cette année 2021. Vous avez la chance d'y participer. Eh bien, allez-y. Quel est votre avis sur cette thématique? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci pour consenteur. Je veux saluer tous vos invités. C'est même l'ami Peter. Oui, c'est moi-même en personne. Allez-y, Peter. Ok, je veux saluer vos invités. Hein. Madame Amina Fofana, je salue également vos 2 autres invités qui ont parlé. Je n'ai pas retenu le nom. Je vais être très bref, monsieur Fred. J'ai mon petite impression que je vais donner sur la thématique. Moi, il n'y a pas midi 14h comme on dit en français. Monsieur Ibno Déby, là, pour moi, c'est un pion. Il n'y a pas à comparer avec M. Assimi Goïta. Et puis d'ailleurs, ce projet-là dont ils sont en train de parler, je crois que c'est encore des tentacules de la France pour essayer de déstabiliser ce que M. Assimi Goïta est en train de faire. Pour moi, tant que Monsieur Déby, autant pour moi, Monsieur Déby, là, tant que pour moi, il est en collaboration directe avec les Américains et avec la France, pour moi, ça ne tient pas la route. Voilà, ça ne tient pas la route. Et puis, ça risque de mettre encore beaucoup de déchets sur la reconstruction du Sahel que M. Assimi Goïta est en train de faire avec le peuple malien. Donc, il ne doit aucunement avoir d'alliance avec lui. S'il dit qu'il veut défendre le Sahel, il n'a qu'à défendre le Sahel de son parti à lui là-bas, côté Tchad. Mais dire que on va faire le mixture avec, comment on appelle ça, avec M. Assimi Goïta, on va rentrer dans une sorte de comment on dit en français, excusez-moi, je cherche le mot, mais de fraude, de fausse route. Et c'est pour saboter, en fait, comme j'ai expliqué,
le travail qui est en train d'effectuer M. Assimi Goïta et également avec ses alliés russes. Les Européens c'est l'Afrique subsaharienne. Donc, il faut trouver tous les leviers pour faire saboter tout le travail qui est en train d'être construit par Moscou. Mais je ne crois pas que les Maliens soient dupes sur ce plan, y compris le président Assimi Goïta. Non, il est peut-être en train de jouer le jeu, mais je ne crois pas, ça c'est mon avis personnel, peut-être que les informations nous sont données aujourd'hui, depuis le discours de M. Lavrov sur l'attitude des États-Unis, de la France, de l'Union européenne vis-à-vis du G5 Sahel, on comprend tout de suite que, comme ils ont échoué sur le plan diplomatique, ils veulent alors passer par une méthode hybride en utilisant le président actuel du Tchad pour mettre la pression. Moi, je vais terminer ici dans les conclusions. Voilà les propositions que je donne. Il faut que la même pression qui est effectuée par le CEDEAO sur le Mali doit être effectuée aussi à ciel ouvert sur la Guinée de M. Doumbouya. Deuxième chose, les mêmes paroles qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de démocratie au Mali, que c'est un coup d'État, il faut qu'ils utilisent les mêmes paroles pour M. Idriss de Tchad, qui a muselé l'opposition pour se placer en soi-disant homme fort. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Bye. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie, Peter, depuis l'Écosse, un fidèle parmi les fidèles. Et avec lui, me semble-t-il, nous allons refermer cette page d'appel, en tout cas de contribution, appel à contribution de nos téléspectateurs.